Samuel Laurent, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Première question que j'ai envie de vous poser, forcément elle est liée à l'actualité. Vous l'avez annoncé ce lundi, la prolongation d'Omar Daf au poste d'entraîneur jusqu'en 2023. C'était une décision attendue, qui n'était pas forcément évidente il y a encore quelques semaines. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Qu'est-ce qui vous a convaincu? C'était une décision mûrie. Omar, c'était quelqu'un qui était un enfant du club, si j'ose dire. En tant qu'entraîneur, c'est vrai que, en dehors de ses talents humains, de ses talents de footballeur dans le passé, etc., on avait besoin de plus de lisibilité. Donc c'était un jeune entraîneur, on avait eu un début de saison qui était un peu difficile, etc. Donc j'attendais un petit peu de voir de quelle façon il manageait le groupe, etc. Donc depuis le début de l'année, je me suis véritablement immergé dans l'équipe. Je suis sur tous les déplacements, etc., dans les vestiaires, à l'entraînement. Et puis la réalité s'est avérée indéniable. C'est l'homme de la situation, c'est l'homme du groupe. Alors je vous disais à la fois pour l'aspect humain, mais aussi pour l'aspect tactique. Il les rassure, il les guide. Donc on a véritablement aujourd'hui un ensemble qui est très cohérent, mais pas seulement un ensemble de joueurs, aussi un ensemble d'entraîneurs. Et donc la décision, si j'ose dire, est arrivée d'elle-même. Alors ça s'inscrit dans la continuité, mais il y a aussi eu du changement à la tête du club récemment. Emmanuel Desplat qui vient de partir pour Dijon, votre ancien adjoint, Thomas Degnaud qui n'est plus là non plus. Est-ce que vous craignez, vous, que tous ces changements viennent rompre un peu avec cette continuité qui s'était installée et qui manquait cruellement aussi au FCSM ces dernières années ? Non, je crois qu'il y a deux choses. Il faut dissocier l'instabilité du précédent propriétaire qui était un fiasco complet, donc qui nourrissait pour le coup les journaux d'articles de plus en plus affriolants parce que c'était véritablement du n'importe quoi. TechPro, Ledus, Monsieur Lee, etc. Et aujourd'hui, il y a une instabilité qui est une instabilité propre à toute entreprise. C'est-à-dire que on a des gens qu'on estime compétents ou pas compétents. On a des gens qui doivent faire leurs preuves. Avec Thomas Degnaud, on a eu, à mon sens, ce problème. Encore une fois, c'est ce que j'avais déjà expliqué. Mon métier, comme tous les chefs d'entreprise, c'est de prendre des décisions. Donc aujourd'hui, je peux avoir tort. On verra si l'avenir me donne raison ou pas, mais je pense en effet que le départ de Thomas Degnaud était justifié. En ce qui concerne Emmanuel Desplat, c'est différent. Bien évidemment, il a trouvé un club de Ligue 1. Il est directeur général. Donc c'est normal, avec son expérience, avec son vécu, avec sa passion du foot, qu'il se lance dans une nouvelle aventure aujourd'hui. Et puis là, ma plus sincère bénédiction, sauf s'il arrive à nous affronter en Ligue 2, où là on sera sans pitié. Alors derrière tout cela, il y a un actionnaire chinois, Nanking, que les supporters du FCSM connaissent mal ou connaissent peu aussi. Est-ce que vous échangez avec les actionnaires? Est-ce qu'ils interviennent dans ces décisions qui ont été prises? À quelle fréquence? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette relation que vous avez avec les actionnaires? Moi, j'ai une relation très étroite avec les actionnaires. Je vous dirais qu'on est au téléphone ou sur WhatsApp. Je sais pas, 5 fois par jour. On se parle le soir, on se parle le matin, etc. Enfin, on est en permanence, on interagit en permanence sur ce dossier, sur d'autres dossiers qu'on est en train de développer en France aussi, qui ont été ralentis par le Covid. Mais les interactions entre moi et Nanking, entre moi et donc Franck Yeo et Monsieur Chong, elles sont permanentes. Alors après, dans la gestion du club, on m'a donné, entre guillemets, les rênes pour le gérer. Donc quelque part, je ne vais pas revenir en permanence pour demander s'il faut changer une ampoule, aller voir l'actionnaire, etc. Donc pour ça, je les remercie, mais c'est une relation de longue date, donc c'est une relation de confiance qu'on a établie. On m'a donné quelque part la latitude pour pouvoir remonter ce club, avec un objectif, remonter ce club. Et aujourd'hui, l'actionnaire, il est omniprésent, même si on n'a pas non plus envie de mettre qui que ce soit en valeur en dehors du sportif. C'est-à-dire que même moi, je n'ai pas envie de me mettre en valeur. Je vous remercie de m'interviewer, mais quelque part aujourd'hui, on estime que c'est les sportifs qui doivent être devant et que nous, on est derrière, on est dans la soute et qu'on doit bosser pour leur donner tous les moyens. Mais quelque part, cette omniprésence dont vous parlez, vous imaginez bien que les supporters du FCSM, c'est ce qu'ils ont envie d'entendre aujourd'hui. C'est légitime qu'ils aient eu des craintes et qu'aujourd'hui ils aient besoin de garanties par rapport à tout ça. Ça, vous le mesurez au quotidien? On le mesure parfois, on le mesure sur certains, je dirais des épiphénomènes, parce que c'est ce que ça a été. Mais pour le coup, le départ de Thomas Degnaud, ça a suscité un véritable mouvement de panique. Alors que, dans une entreprise, vous avez des gens qui rentrent, des gens qui partent. Et on se rend compte à ce moment-là, on s'est rendu compte
que véritablement le FC et ses supporters, ils vivent dans un état post-traumatique. C'est-à-dire qu'on est comme avec un blessé. C'est fort comme post-traumatique. Mais post-traumatique, littéralement. Attendez, 5 ans et demi d'incertitude, d'escrocs, d'amateurs, etc. Mais je veux dire, l'histoire du FC Sochaux, Souli, vous la connaissez également. Mais je veux dire, les gens qui sont passés par ici, c'était une véritable foire, une véritable... Voilà, je ne veux même pas dire que c'était une comédie, c'est une tragicomédie. Mais pour le coup, je comprends que les gens qui étaient attachés à ce club se trouvent encore aujourd'hui méfiants, etc. Et puis demandent un petit peu des garanties. Alors, on est un actionnaire chinois qui succédons à un actionnaire chinois. Ça n'aide pas non plus à dissiper le malentendu. Mais je pense que petit à petit, voilà, ils vont s'apercevoir que voilà, Nanking et TechPro n'ont littéralement rien à voir. Il y a une autre question que je voulais vous poser, évidemment liée à l'actualité, à la crise qu'a connue le football français. Les clubs amateurs en ont souffert avec cette crise des droits TV. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent qui rentre avec la billetterie aussi. Tous les matchs sont à huis clos. Dans quelle mesure le club Sochaux a été impacté par cette crise et l'est encore aujourd'hui? Alors, si votre question c'est dans quelle mesure il a été impacté, je vous dirais il a été très impacté, comme tous les clubs de Ligue 2, de Ligue 1, etc. Maintenant, si la question sous-jacente c'est est-ce que ça va nous poser des problèmes dans la gestion courante et puis par la suite dans la gestion sportive, la réponse non. Et ça, c'est une formidable chance qu'on a parce qu'on sait toujours qu'on a ce filet de sécurité qui est Nanking, qui est quand même 3 milliards 400 millions de dollars US, donc c'est quand même assez conséquent. Des fortunes en plus derrière, des sommes qui sont vérifiables parce qu'elles sont publiées par Forbes. Donc Lee Wing-Sung, quand il était là, c'était je vais faire ci, je vais faire ça. Voilà, vous allez dans Forbes, vous regardez Chung Nae-seong, etc. et tout est là. Donc véritablement, on a ce filet de sécurité qui fait que oui. On souffre au même titre que les autres clubs, mais d'un autre côté, on est protégé, si j'ose dire, par cet airbag financier que va nous fournir en permanence Nanking. On va revenir un peu sur le sportif. Aujourd'hui, on le sait, il y a eu quand même une belle évolution dans le jeu depuis le début de saison. Il y a toujours cette 5e place qui semble accessible, qui pourrait propulser l'équipe en barrage. Est-ce que vous, personnellement, vous y croyez encore à cette 5e place, à quelques journées de la fin? Est-ce que ça peut être un objectif? Écoutez, je ne sais pas si j'apprends vite, mais en tout cas, je crois avoir appris ça en football depuis 2 ans, c'est qu'en l'occurrence, tout est possible. Aujourd'hui, tout est possible. On peut en théorie se retrouver proche de la première place ou des premières places, encore, tout comme on peut dégringoler encore d'un certain nombre de places. Donc littéralement aujourd'hui, on spéculerait sur quelque chose qu'on peut absolument pas prévoir à l'avance. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a une très bonne dynamique, qu'on a surtout, je pense, et ça rejoint le premier point, mais une véritable cohésion dans le groupe et une mentalité très positive. Donc, la 5e place, oui, elle est largement envisageable. Mais vous savez, je crois qu'il faut se coller une pression, enfin, il faut coller aux joueurs une pression pendant les matchs. C'est-à-dire qu'on fait un match, ils n'ont pas besoin qu'on leur mette d'ailleurs, c'est des compétiteurs, donc il faut qu'ils jouent au maximum et au mieux. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais au final, se fixer, s'astreindre dès aujourd'hui à se dire on va arriver à la 5e place, en réalité ça n'a pas de sens. Ça compte pas les blessés, ça compte pas les blessés dans les autres équipes éventuellement, voilà, ça compte pas les formidables matchs qu'on peut faire, ça compte pas les très mauvais matchs qu'on pourrait faire. Donc il y a tellement d'incertitudes, tellement de facteurs qui rentrent en jeu aujourd'hui, je dirais. Parier sur la place de l'équipe à la fin du championnat, c'est un peu, voilà, ça reste encore un petit peu évanescent. On l'a bien compris, une 5e place, ce serait déjà une très belle surprise. Globalement, ça fait plusieurs années qu'on dit monter objectif Ligue 1 dans les 2 à 3 ans pour le club. Enfin, par rapport à tout ce qui s'est dit l'année dernière. C'était dans les 5 ans quand on est arrivé. Voilà. Donc là, il nous resterait logiquement dans encore une fois, dans notre planning, mais c'est un canevas. Pour l'instant, ça reste un canevas très lax. On s'était dit 5 ans. Donc on se donne, il nous resterait 3 ans. Mais ça ne veut pas dire que dans 3 ans, si on n'est pas en Ligue 1, voilà, on plie bagage. Et justement, ma question, elle est par là. Vous dites 3 ans aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, le club a les moyens de garder encore cet objectif
en ligne de mire? Est-ce qu'il y a les outils et est-ce que ça reste toujours d'actualité, cette projection dans les 3 ans pour retrouver l'élite? Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, rien n'a changé. Je dirais qu'on s'est fortifié, on s'est bonifié sur l'effectif depuis qu'on est arrivé. On a eu une première année un peu délicate parce que, si j'ose dire, on a raccroché les wagons sur la fin du mercato. On a dû reprendre la DNCG en cours, etc. Donc ça a été un peu compliqué. Le dernier mercato, ça nous a bonifié. On a aujourd'hui une belle équipe. On a des ajustements à faire sur certains postes, on le sait. Mais clairement, oui, on avance dans cette dynamique, dans cette stratégie, et dès l'année prochaine, on commencera, j'espère, à avoir des espoirs, des espoirs de cogner au plafond, et peut-être de crever le plafond. Alors, vous parliez du mercato. Ce qui va être aussi l'un des gros enjeux cet été, ça va être d'essayer de conserver les joueurs qui ont brillé cette saison, les cadres de l'équipe. Je pense à Gaëtan Westbeck, Brian Soumaré. Comment vous allez vous procéder pour essayer de convaincre ces joueurs de rester et de participer à ce projet? Et concrètement, c'est vrai que je suis d'accord, c'est une excellente question. Ça rappelle les années Marchais, mais c'est une excellente question parce que pour le coup, c'est une véritable problématique. On s'engage avec des gens sur un projet sportif. On ne fait pas partie des clubs qui ont une espèce d'astreinte financière et qui sont obligés de les vendre. Donc on s'engage avec eux sur un projet sportif à long terme et c'est humain, c'est des carrières courtes majoritairement. Ceux qui performent très bien vont vouloir partir. Mais nous, on n'est pas vendeurs. On veut que ces gens restent, s'inscrivent avec nous dans un projet de montée et qui connaissent la montée avec Sochaux. Donc il y a des négociations en cours pour retenir les gens. Vous savez, pour retenir les gens, il n'y a pas 36 solutions. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Comme je vous le disais, c'est des carrières de 7 ans, 6 ans, 8 ans, etc. Donc ça passe par des revalorisations financières, ça passe par de meilleures conditions. Et puis surtout, ça passe aussi, je pense, par le fait qu'on arrive à les convaincre de notre ambition et de nos capacités à monter dès l'année prochaine. Ça, c'est aussi le travail du staff technique. C'est le travail du staff, c'est aussi mon travail. Je leur parle directement parce que je pense que ils doivent avoir une vision globale. Le staff, il leur parle tous les jours, etc. Mais je pense qu'il faut aussi qu'ils parlent au président. Donc c'est pour ça que je me rapproche d'eux pour essayer de leur donner cette confiance. Et puis à côté de ça, pour, comme je vous le disais, voir de quelle manière on peut les motiver financièrement parce que c'est quand même la clé de tout. Il y a des joueurs pour lesquels ça c'est peut-être plus difficile, notamment les jeunes joueurs. On connaît la qualité du centre de formation du FC Sochaux. Je prends un exemple, Alan Virginius. Ça va être très compliqué de le garder, ce joueur qui vient d'être appelé en équipe de France U18. Ça aussi, j'imagine que c'est une fierté aussi pour vous, pour le centre de formation. C'est une immense fierté. J'en profite pour saluer Jean-Sébastien Mérieux et tout son staff qui font un travail formidable au centre. C'est vrai que c'est une immense fierté. C'est aussi une immense difficulté quand on l'intègre. Et là encore, je salue Omar Da. Vous voyez, c'est là où on travaille en parfaite synergie parce qu'on lui a demandé de valoriser Alan. On savait qu'il avait du potentiel et on voulait le faire jouer immédiatement en Ligue 2. Et Omar a joué le jeu. Donc on l'a fait jouer très vite et on s'est aperçu de ses qualités. Maintenant, ça se retourne, si j'ose dire, un petit peu contre nous parce que vous avez raison, Alan, ce sera extrêmement difficile de le garder. On a connu ça avec Maxence Prévost, on a connu ça même avec un très jeune garçon qui était Willy Camboila l'année dernière. Ou encore Maxence Lacroix qui est un peu moins Maxence jeune. Lacroix, pardonnez-moi. Maxence Lacroix. Qui brille en Bundesliga cette année. Non, mais c'est Maxence Lacroix dont je parlais l'année dernière. Willy Camboila, qui sont des gens à très fort potentiel, qui vont être tout de suite happés par la Ligue 1 ou par des grands clubs étrangers et qu'on aura un mal fou à retenir. En revanche, il y a des cadres qui se sont installés dans cette équipe et que les supporters ont envie de voir rester l'année prochaine. Je pense au Westbeck, au Lopi qui vient de revenir. Pogba aussi, ça c'est des joueurs qu'il faut pour monter en Ligue 1, c'est des joueurs importants Bien pour sûr, le projet. Mais si vous voulez, tout le dilemme d'un club qui veut monter en Ligue 1, alors tout le dilemme d'un club qui veut survivre financièrement, c'est d'arriver à vendre ses joueurs. Et ça, c'est pas notre cas. Tout le dilemme d'un club qui veut monter en Ligue 1 et qui a les moyens derrière de ne pas vendre ses cadres, comme vous dites, c'est très important. Alan, ce sera très dur. Mais les cadres, la colonne vertébrale du club, il ne faut pas les vendre. Mais tout le dilemme d'un club comme nous, c'est de réussir à ne pas les vendre, de réussir à faire qu'ils ne partent pas.
Voilà. Alors, ils sont pas enchaînés. On peut pas dire aux gosses, voilà, non, on te ferme la porte, tu es en Ligue 2, tu restes avec nous parce que tu as un contrat. L'ambiance sera délétère dans les vestiaires, etc. Et ça le démotivera profondément si on n'arrive pas à le convaincre et si on emploie la coercition. Donc, pour le coup, oui, en effet, vous dites Gaëtan, voilà, Flo, etc., Joe, tous ces joueurs, c'est des gens qu'on veut voir rester, mais encore une fois, voilà, je ne peux pas non plus les emprisonner dans des formules contractuelles, etc. Donc c'est un long et difficile travail de discussion qui, je l'espère, sera couronné de succès. Merci beaucoup Samuel Laurent, merci. Merci à vous.